Alors on se retrouve, je suis très heureuse qu'on se retrouve en face de l'Inuksouk que j'ai fait. Oui, j'espère que je prononce bien, c'est un Inuksouk, ce que vous voyez devant vous. Je suis en train de le dire dans la langue autochtone en inuit, l'Inuksouk. C'est ce que j'ai réalisé et je pense que vous l'avez peut-être remarqué, c'est très emblématique du Canada. Oui, j'essaye de prononcer aussi en langue autochtone. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Inuksouk, c'est vraiment cet art de rassembler les pierres comme ça et de former. Généralement, ce qu'on va faire, on va former une figure en fait qui ressemble à un corps humain avec des bras, une tête et des pieds. Mais mon Inuksouk, il est particulier. On dirait que c'est la réunion de deux personnes ici. Vous trouvez pas? Fabuleux, fabuleux. Et ça tombe tellement à pic avec le thème de guérir les relations. Je n'ai pas fait exprès. Hein. En fait, cet Inuksouk, je l'ai fait il y a quelques jours. Nous sommes dans un espace public ici, dans un lieu public. Et à ma grande surprise, je reviens quelques jours plus tard pour tourner donc la journée 7 et je retrouve mon Inuksouk. C'est fantastique, c'est fabuleux. Donc, revenons un peu à la définition de l'Inuksouk, qui est dans la langue inuit. Ça veut dire qui ressemble à l'humain, qui se rapproche de l'humain ou qui est comme l'humain, c'est ça le sens. Et ça vraiment, dans quel but que les autochtones faisaient ça? Eh bien, il y a d'abord la première connotation, le premier sens, la première raison pour laquelle les autochtones faisaient des Inuksouk, c'est le sacré, pour le sacré, n'est-ce pas? Parce que vous savez que les peuples d'ici, les Premières Nations, le sacré est important pour eux parce qu'ils sont aussi dans le paradigme authentique, hein. Ils sont dans ce paradigme naturel, ils sont dans cette logique. Donc, l'Inuksouk, lorsque vous le voyez, le premier sens, ça indiquait souvent des lieux sacrés. Voilà. Le deuxième sens que j'ai appris à travers, donc, c'est-à-dire lorsque les gens voyagent sur des lieux, des espaces qui ne sont pas du tout lotis, l'Inuksouk permettait d'être des indications pour se retrouver. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et voilà, donc aujourd'hui c'est très populaire, on le retrouve dans les arts, on le retrouve voilà, à différentes, vraiment dans l'art en tant que tel, mais n'oublions pas que le premier sens c'était vraiment pour indiquer le lieu sacré, voilà. Donc nous sommes dans un espace sacré, celui des relations. Bienvenue, bienvenue. C'est vraiment génial. Je suis très heureuse qu'on ait pu avoir mon Inuksouk qui est presque resté intact. Je vois qu'il y a peut-être quelques pierres. En fait, ce qui s'est passé, hein, je sais que il y a eu quelques pierres qui sont tombées et je vois que quelqu'un a remis, en fait. Voilà, parce que originalement, la façon dont je l'avais fait, il y a eu définitivement, peut-être le vent a fait tomber et quelqu'un est venu le remettre. Ah, c'est vraiment fabuleux, waouh! Parce que c'est déjà, ça nous enseigne hein, que les relations, c'est une question ça commence par deux. Ça commence pas avec un, mais ça commence par deux. C'est vrai que ça commence avec un. On va le voir tout à l'heure, on va en parler. Mais lorsqu'on veut en fait établir des relations en fait solides, lorsqu'on veut que nos relations soient fertiles, eh bien les efforts vont être des deux côtés. Voilà pourquoi je parle du deux. Les relations, donc la fertilité des relations dépend des efforts mis des deux côtés. Bon, si vous n'aimez pas le terme effort, on va dire peut-être contribution, hein, ça a l'air plus positif. Bref, donc pour guérir nos relations, ça commence d'abord avec nous-mêmes. Je crois que nous devons guérir notre relation avec nous-mêmes avant de penser guérir nos relations avec les autres. Donc de nous à nous, donc de un à un, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment le faire? Eh bien, il faut apprendre à observer. Observer qui? Nous-mêmes. Généralement, nous aimons observer les autres, nous aimons regarder le monde extérieur. Mais lorsqu'on veut guérir la relation avec nous-mêmes, ça nous demande de pouvoir simplement observer. Mais qu'est-ce qu'il faut observer? Eh bien, il faut observer. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Donc, pendant que je déplaçais la caméra pour venir faire la deuxième scène, Ra, en tout cas, nous a vraiment illuminé. Donc, on remercie. Et vous avez manqué cette partie-là où je chantais, je n'arrêtais pas de chanter justement, je chante tellement faux. J'ai tellement appelé, j'ai fait son Eka, c'est-à-dire son mantra, le mantra de Ra, et on a eu plus d'illumination. Donc, doua, 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 ra, doua, ra, doua, ra.
Donc merci. C'était un peu plus sombre. Là, c'est de plus en plus éclairé. Donc vraiment Douara, merci Ara, qui nous permet de pouvoir enregistrer aujourd'hui. Il fait très beau, c'est très joli, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi les oies qui sont en train de passer. Vraiment, c'est très joli. Magnifique. Donc on continue. Qu'est-ce que je dois observer pour guérir la relation que j'ai avec moi-même? Eh bien, je dois observer ma nature. Est-ce que ma nature, elle est la même lorsque je suis avec les autres? Est-ce que mon comportement, ma personnalité, qu'est-ce que je remarque en fait de moi? Et quels sont mes chemins? Est-ce que je suis le même? Est-ce que je montre toujours tout de suite toutes mes facettes aux autres, ou alors je me retiens énormément? Ou alors est-ce que je prends carrément toute une autre personnalité lorsque je suis avec les autres? Donc ça, c'est une indication et ça me permet de me comprendre en fait. Et est-ce que finalement, c'est un processus? Parce que c'est vrai que naturellement, certains vont me dire, oui, mais tant que je ne connais pas bien les autres, c'est vrai que j'ai tendance à être plus réservée, mais finalement, lorsque on est... on se côtoie comme il faut, finalement, j'accepte de montrer ma nature. Mais et dans le cas où ce n'est jamais ta nature que tu montres aux autres, mais que c'est une autre nature. Ça, c'est une indication. Donc, tu vois, comment guérir la relation avec toi? Est-ce que tu te trouves authentique lorsque tu es avec les autres? Est-ce que tu arrives à être toujours authentique avec les autres, ou tu es obligé de te changer? Si la réponse est oui, que tu es obligé de te changer, eh bien, ça te donne des réponses sur les choses dont sur ce que tu appréhendes au fait. Peut-être que tu appréhendes d'être jugé, voilà pourquoi tu as tendance à prendre une certaine personnalité. Tu as tendance à porter un masque devant les autres. Donc, c'est ça que tu observes pour guérir la relation avec toi. Tu vois? Et une fois que tu as observé que tu n'es pas toi-même souvent avec les autres, que tu ne conserves pas toujours ta nature, que tu n'es pas toujours authentique, eh bien, donc tu réponds, la prochaine étape, c'est de répondre à la question: est-ce que tu as peur du jugement? De quoi ai-je peur en fait, finalement? De quoi ai-je peur? Est-ce que tu as peur d'être rejeté en tant que qui tu es? Est-ce que tu as peur d'être peut-être terriblement oui, rejeté, donc peut-être abandonné aussi, ou peut-être humilié? Donc réponds en fait à la question: de quoi as-tu peur si tu as besoin de changer ta nature? L'autre chose aussi qu'il faut observer, c'est observer tes pensées. Observer tes pensées, mais observe ton monde intérieur. À chaque fois que tu as une nouvelle idée géniale, que tu penses que ça va avoir un impact sur le monde, mais qu'est-ce qui te vient tout de suite après? Quelle est la deuxième pensée qui te vient après? Tout juste après que tu as eu l'inspiration pour réaliser quelque chose de génial, de superbe, de quelque chose qui va avoir un impact dans ce monde. Quelle est la deuxième pensée qui te vient? Oh, t'es trop nul, tu vas pas réussir de toutes les façons. Est-ce que c'est ce genre de pensée qu'on appelle l'autocritique qui t'habite souvent? Tu vois? Et donc, si la réponse est oui, que c'est souvent l'autocritique, le sabotage que tu entends, eh bien, ça veut dire que oui, il y a quelque chose à guérir. Et donc, c'est cette relation c'est de ça qu'on parle. Donc, de toi, de ton inspiration avec ton autocritique. Il va falloir faire la paix entre les deux. Tu vois? Donc, voici les deux éléments pour guérir la relation avec soi. S'observer, est-ce que je suis naturelle? Est-ce que je suis authentique toujours avec les autres? Et observer aussi mon monde intérieur. Quand j'ai l'inspiration, quelles sont les secondes pensées qui me viennent? Est-ce que tout mon être est encouragé finalement? Est-ce que dans mon monde intérieur, tout le monde collabore? Est-ce que, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire ma partie inspiration, ensuite ma partie gardienne, parce que j'appelle la partie gardienne, c'est celle qui vient te dire: oh, tu n'y arriveras pas, ou alors celle qui te dit: oh, mais oui, vas-y, on va le faire, on va y arriver. C'est elle que j'appelle ma partie gardienne. Et donc, quand les deux ne parlent pas le même langage, sont en opposition, il y a définitivement une réconciliation. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à rassembler les deux, comme notre Inuksut que nous avons ici. Réunir les deux pour que finalement il y ait la paix. Et une fois que tu sais que tu es proche de cette paix, ça a un impact sur nos relations avec les autres. Okay? Maintenant, parlons de notre relation avec les autres. Ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire, mais
Je crois que on va faire sélection, non? On va faire sélection. Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport au sujet de guérir nos relations avec les autres. Mais déjà, même pourquoi on parle de guérir nos relations avec les autres? Pourquoi nous devons guérir nos relations? Eh bien, c'est en connaissance des enjeux en fait que nous avons. Nous savons que collectivement, en tant que Kemtu, nous les Kem, comme j'aime nous appeler les Farafina, lorsqu'on fait le diagnostic, lorsqu'on regarde, qu'est-ce qui ne va pas, lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, en répondant sincèrement à la question qu'est-ce qui ne va pas, il y a cette notion qui revient, celle de l'aliénation identitaire. Nous savons que nous avons un peu de ça. Et c'est bien pour ceux qui ont pris conscience parce qu'au fur et à mesure, on est en train de se guérir. Mais justement, on est en train de se guérir. Mais c'est pas juste parce qu'on a pris aussi conscience qu'on est en train de se guérir. C'est parce que justement, on doit se rappeler de ça aussi à chaque fois que pour nous qui avons vécu cette aliénation culturelle, mais surtout précisément, je veux parler au niveau de l'identité. Bien sûr, si je dis identité, c'est bel et bien relié à la culture, mais pour qu'on puisse me comprendre, spécifiquement, je parle de l'aliénation identitaire. Pourquoi? Parce que ça nous fait en fait fonctionner différemment de ce que nous sommes censés fonctionner, selon ce que nous sommes censés faire finalement. Ok. Donc, en nous, si nous étions un ordinateur, j'aurais dit que pour nous qui avons pris conscience de ça, de l'aliénation, pour nous qui avons pris conscience de ce trauma-là que nous vivons, des blessures qui a finalement occasionné. Quand je dis blessures, évidemment, il s'agit des rapports qu'il y a eu dans le passé et jusqu'à aujourd'hui, des rapports donc de type oppresseurs et victimes, en fait, n'est-ce pas, que nous avons connus avec les nations impérialistes et aussi avec le système qu'elles ont laissé. Voilà. Donc quand je dis ça, finalement, vous voyez qu'on se retrouve tous. C'est pas comme si je parlais seulement des Kemtu, des Kem qui sont à Kama sur le continent, mais on est en train de parler aussi des Kem qui se retrouvent aussi en Amérique. On est en train de parler des Kem qui se retrouvent dans les îles. Nous partageons tous cette part d'aliénation identitaire. Voilà. Donc si nous étions des ordinateurs, c'est comme si la carte mémoire Mahat et la carte mémoire Ubuntu ont été enlevées. Et donc c'est l'autre carte mémoire qui est souvent en train on va dire, de jouer. Vous voyez? Et donc quand c'est une autre carte mémoire qui joue, les comportements sont totalement différents. Même si on se dit être des Kemtu, vous voyez, même si on se dit être des Farafina, n'est-ce pas? C'est totalement, lorsque la carte mémoire Mahat a été enlevée, la carte mémoire Ubuntu a été enlevée, on fonctionne différemment. Voilà pourquoi on doit se demander, pour guérir nos relations, on doit se demander, mais justement, est-ce que moi avec ma communauté consciente, est-ce que je suis en train d'opérer, de fonctionner selon Mahat en fait? Donc selon Mahat, c'est que est-ce que j'ai mis le bon disque en fait dans mon système? Est-ce que c'est la Mahat qui est en train de parler en fait? Et bien sûr, je ne dis pas qu'on est parfait, mais est-ce que je suis en train de faire l'effort d'opérer en Mahat? Est-ce que c'est vraiment la carte mémoire Mahat? Est-ce que c'est vraiment la carte mémoire Ubuntu? Mahat, c'est-à-dire, est-ce que, voilà, c'est l'idée de l'harmonie, c'est l'idée de la réciprocité, c'est l'idée de la balance, donc d'être équitable et juste les uns envers les autres, c'est ça. C'est vraiment de ça que je parle. Donc c'est de nous demander au quotidien, en fait. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit qu'on pratique la Mahat, on est appelé les soirs, chaque soir à se demander. Le matin, on fait les affirmations, on affirme que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas commettre d'iniquité, ainsi de suite. Les 42 affirmations, c'est pour commencer nos journées. Le soir, lorsqu'on finit la journée, eh bien, c'est pour regarder, faire un refléter et se dire, voilà, je me regarde aujourd'hui, est-ce que j'ai utilisé vraiment la carte mémoire Mahat ou bien j'ai utilisé la carte mémoire aliénation? Okay. Mais c'est bon aussi de parler de l'aliénation, la carte mémoire de l'aliénation. Elle, comment est-ce qu'elle nous fait fonctionner? Eh bien, elle nous fait fonctionner selon le programme de l'oppresseur, n'est-ce pas? Et qui est l'oppresseur? L'oppresseur, c'est celui qui a mis en place tout un système. C'est celui qui a... vous connaissez l'histoire, je ne vais pas retourner dans tout le passé et tout ça. Donc, aujourd'hui, l'oppresseur et son système, surtout son système, surtout le système de l'oppresseur, a voulu que
veut qu'on fonctionne surtout en individualiste en fait dans ce monde, et qu'on fonctionne en égocentrique dans ce monde, et qu'on fonctionne en égoïste, et que on essaye d'amasser le maximum de ressources pour nous et nous tout seuls, et qu'on essaye de dépasser les autres, qu'on marche sur les autres, et ensuite on amasse le maximum de ressources, et puis là le système de l'oppresseur nous récompense. On devient donc des sortes de stars, qu'on a réussi, et voilà, on est très valorisé lorsqu'on fonctionne selon les attentes du système de l'oppresseur. Cela dit, peut-on réussir en fonctionnant Ma'at et Ubuntu? La réponse est oui. C'est pour cela qu'il faut vraiment être conscient. Est-ce que je suis le type de réussite en fait, ou les ambitions que je suis en train d'avoir, est-ce que ces ambitions poursuivent les objectifs Ma'at en fait? Voilà, est-ce que je peux devenir donc riche et abondant en suivant les standards Ma'at? La réponse est oui. Mais très souvent, parfois on est corrompu, oui. On essaie d'être riche et abondant, mais en suivant les standards du système. Et les standards du système nous amènent carrément à finalement y arriver, n'est-ce pas? Mais en tout seul. On finit par réussir tout seul, on finit par amasser tout seul. Alors que nous, vraiment, peuple Kem, peuple Bantou, nous les Farafina, notre modèle de réussite, ce n'est pas vraiment que j'ai réussi, c'est-à-dire en enlevant dans la bouche des autres. C'est pour ça que je parle de Ubuntu. Vraiment, Ubuntu, c'est le pouvoir vraiment du groupe, le pouvoir de la collectivité. C'est que je réussis parce que ma collectivité, chaque membre qui appartient donc à mon réseau a mis donc les efforts pour que je puisse monter. Chacun me tend la main et je m'élève finalement. C'est ça les standards de notre paradigme authentique, de notre paradigme naturel. Donc on doit toujours se rappeler de ça dans nos relations, c'est important. Et surtout, je dis ça parce qu'avec l'avènement de toutes les technologies actuelles, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut tellement être vite contaminé par cette folie-là de l'égocentrisme, de l'individualisme et de l'égoïsme. Vous voyez, on doit pas donc se laisser corrompre par cette carte de mémoire là. Voilà. Donc la carte de mémoire individualisme doit être vraiment enlevée et jetée. Hein? Je pense qu'elle est là. Hein? C'est pas facile de l'enlever, la jeter. Non, en fait, pourquoi elle est encore là? C'est parce qu'on est exposé aussi à tellement de médias qui nous constamment bombardent, n'est-ce pas, d'injonctions. Constamment, les médias nous bombardent, nous suggèrent. Hein? C'est pour ça que je dis des injonctions. Nous suggèrent implicitement des valeurs différentes que de celles dont nous sommes. Constamment, les médias du système nous amènent à fonctionner selon la carte mémoire individualisme et égocentrisme. Mais aussi, il y a l'instrument puissant qu'ils ont mis également à la disposition du système. C'est aussi l'instrument abrahamique. Vous voyez, parce que dans l'instrument abrahamique, lorsque vous êtes dans les courants abrahamiques, on vous incite beaucoup à rechercher, n'est-ce pas, le salut de votre âme, mais de façon individuelle. Et donc voilà, vous voyez les deux menaces. Donc non seulement il y a les médias, mais il y a aussi le courant abrahamique qui met beaucoup l'accent sur le fait que c'est toi et toi seul qui va bien au paradis et tout ça. Alors que nous, dans notre paradigme naturel, et c'est en groupe, hein. Voilà pourquoi on parle de les ancêtres collectifs, les ancêtres méritants. C'est toute une lignée, c'est des lignées, c'est le groupe, c'est la collectivité finalement qui partage le paradis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se rappelle qu'on se rappelle de ça. Hein, se demander, est-ce que, par exemple, un des comportements qu'on est souvent contaminé, mais on ne réalise pas.
hein, que le système nous suggère de faire. Hein, et à travers aussi toute la machine des films aussi. Évidemment, il y a de très bons films que le système qui sont présentés, mais il y a aussi beaucoup de films qui perpétuent énormément les valeurs du système oppresseur. Donc, qui perpétue et qui valorise vraiment, qui met en avant, qui nous dit que c'est bien d'avoir certains comportements comme ça. Il y a par exemple ce que j'appelle le people user. Donc demande-toi, est-ce que je suis pas aussi devenu un people user? People user, c'est quoi? C'est celui qui ne voit plus finalement la valeur de l'individu pour son être, mais qui voit l'individu pour le avoir. Alors, ça donne aussi des comportements que j'ai observés sur les réseaux sociaux. Par exemple, voilà, je suis là, je suis venue, je me fais le maximum d'amis, mais c'est pour que on puisse, ça va juste promouvoir mes groupes, mes pages, etc. Ça va promouvoir mes blogs, etc. Donc, je vois finalement les gens comme des, comme des moyens d'arriver à mes objectifs. Ça, c'est contraire à Ubuntu, vraiment. Vous voyez? Est-ce que je soutiens les autres comme je veux qu'on me soutienne? Parce que on le voit, hein? On vient par exemple sur les réseaux et demander à ce que... Ok. C'est une fourmi qui m'a surpris, elle fait descendre. Donc, waouh, moi qui parle de ma hâte, j'étais assise sur une plume. Eh ben, j'étais assise sur une plume. Donc c'est ça. Est-ce que je demande, lorsque je demande le soutien de ma communauté, est-ce que moi aussi je suis prêt à faire la même chose, à aussi soutenir ma communauté lorsqu'elle en a besoin de moi? La promotion, par exemple, je parle de ça parce que je veux qu'on arrête de faire aussi la promotion abusive. Vraiment, vraiment, vraiment. Que les réseaux nous permettent de solidifier nos liens et non de juste bombarder les liens. J'aime souvent dire ça. Créons des liens au lieu de partager des liens. Parce que finalement, c'est les liens... Ah, c'est un papillon orange qui est passé. Ah non, c'est une coccinelle qui me rend visite là. Elle est venue juste à côté du cahier que j'ai. Donc c'est ça. Créons des liens au lieu de partager des liens. Parce que c'est les liens que nous avons... ce sont ces liens-là qui sont finalement ce que j'appelle le réseau. Et le pouvoir réside vraiment dans le réseau. La capacité de ce que... Le pouvoir est là, lorsque nous sommes connectés. Vous voyez, lorsqu'on se connecte, c'est comme si chacun de nous constituait les différentes forces. On allie les forces et finalement, on a le pouvoir. Donc, c'est le réseau. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse, c'est-à-dire de juste voir les autres comme des moyens. Je vais faire pause. Il y a des gens qui passent et parlent. Super, super. Donc j'ai fait pause et c'est vraiment génial parce que là j'ai eu de la compagnie. Mon Inuksuk a inspiré donc une dame et son enfant et son jeune enfant à faire un autre tout à côté de moi. Et ils m'ont demandé le principe, comment ça marchait. Je leur ai expliqué. J'ai dit mais l'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui va ressembler à l'humain. Parce que finalement, tout ce que nous créons, j'essaye de me rappeler exactement ce qu'il a dit. Moi, je suis tellement nulle avec les noms que le média est le prolongement de l'humain, hein, c'est ça. Donc moi, je vois aussi l'art comme le prolongement de l'humain. Tout ce que nous créons, finalement, nous fait voir c'est comme si nous avons extériorisé une facette de nous-mêmes. Voilà. Donc mon Inuksuk aussi vient me dire que bravo, tu as réussi parce que ce que tu voulais c'était inspirer les autres ou inspirer l'autre. Et je pense que c'est le cas puisque j'ai de la compagnie à côté qui sont en train de le faire. En tout cas, c'est merveilleux. J'aime ça parce que on est vraiment à 100% dans le sujet de guérir les relations en utilisant vraiment comment le faire, mais en utilisant la carte mémoire, Mahat et Ubuntu. C'est avec ça qu'on va vraiment grandir. Mais
mais se rappeler tout le temps, est-ce que je ne suis pas contaminée par la carte mémoire de l'égocentrisme, de l'individualisme et de l'égoïsme, vraiment. Et même du narcissisme, hein, je devrais dire ça, euh, parce que le système en fait oppresseur, avec les traumas que ça nous laisse, finalement on rentre aussi dans des mécanismes de défense et on se dit, bah, j'ai tellement été blessée que finalement est-ce que je ne vais pas juste fonctionner pour moi, pour ma gueule et moi-même. Alors que c'est pas ça la solution. Donc si tu te retrouves à réfléchir comme ça, c'est à cause, c'est la blessure finalement qui parle. Voilà, nous allons véritablement y arriver ensemble en fait. Voilà. Et c'est pas forcé de former aussi des grands groupes. C'est de trouver aussi l'équipe. On peut réussir avec une petite équipe, mais de qualité, une petite équipe de personnes qui ont bel et bien voulu faire l'effort de guérir d'abord. Lorsque chacun a accepté de guérir, de se transformer, et là, c'est parfait. On se retrouve et on grandit ensemble et on a le succès ensemble. Kem Family, et c'est beau.